Bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être une fois de plus, grâce à l'invitation d'Alain, parmi vous cet après-midi. Parmi vous pour une parenthèse de réflexion, dans un monde de bruit et de fureur, dans un monde où s'affrontent aujourd'hui des positions caricaturales, des violences verbales qui saturent le débat public, dans un monde où règne une sorte d'agressivité d'atmosphère, de guerre des invectives et des certitudes. Guerre des certitudes. C'est Rachid Benzine et Delphine Orviller dans le livre qu'ils ont consacré ensemble à la question du dialogue entre les cultures et les religions qui conclut ensemble « On détruit le monde à coups de certitude ». Et c'est bien parce qu'on détruit le monde à coup de certitude qu'en introduction, je ferai volontiers appel à l'image et à la figure de Socrate. J'ai un problème quasiment récurrent, mais presque métaphysique, avec le fonctionnement de cette télécommande qui est censée permettre de passer d'une diapositive à l'autre. Effectivement, face à cette guerre des certitudes où chacun, au nom de ses certitudes, veut anéantir, sinon les autres, du moins le point de vue des autres, il faut peut-être revenir à cette figure de Socrate qui, face aux sophistes, qui eux expliquaient, enseignaient comment convaincre de ses certitudes, rappelaient sans cesse et obstinément que croire savoir empêche d'apprendre. Croire savoir empêche d'apprendre, et c'est un peu ce que j'avais tenté de dire dans un article qu'a cité tout à l'heure Alain, que le journal Le Monde avait publié il y a quelques mois. Je visais alors les robots conversationnels et plus particulièrement ChatGPT. Et nous allons un peu parler de ChatGPT parce que quand j'ai reçu de la part d'Alain le titre de mon intervention, je me suis demandé ce que précisément ChatGPT pouvait en dire. Eh bien oui, le robot conversationnel répond à cette question. Et nous allons prendre le temps. Alors, si nous avions plus de temps, si nous étions en formation, nous prendrions beaucoup de temps pour analyser ce texte. Nous allons prendre le temps de lire ce qu'un robot conversationnel répond à la question « Peut-il lui-même susciter le désir d'apprendre ?» Alors, il répond d'abord « Oui, un robot conversationnel peut susciter le désir d'apprendre de plusieurs manières. Premièrement, interactivité engageante. Un robot conversationnel peut être programmé pour interagir de manière engageante avec l'utilisateur. Il peut poser des questions, répondre aux questions de l'utilisateur et engager des conversations stimulantes qui encouragent la curiosité et l'apprentissage. Premièrement. Deuxièmement, contenu éducatif. Je vous demande un peu de patience. Vous allez voir que nous allons exploiter ce texte d'une manière un peu critique. Le robot peut fournir un accès à des informations éducatives et à du contenu d'apprentissage. Il peut recommander des ressources telles que des vidéos, des articles, des livres, des cours en ligne, en fonction bien sûr des intérêts de l'utilisateur. Troisièmement, personnalisation. En utilisant l'intelligence artificielle, le robot peut s'adapter aux besoins et aux préférences de l'utilisateur. Il peut recommander du contenu spécifique en fonction des centres d'intérêt et du niveau de connaissance de chaque utilisateur. Quatrièmement, gamification. Oui, là, il a utilisé un terme qu'on pourrait remplacer avantageusement par ludification, qui existe dans le dictionnaire de l'Académie française, mais peu importe. Gamification, intégrer des éléments de jeu dans l'interaction avec le robot, peut rendre l'apprentissage plus ludique. Des récompenses, des défis et des objectifs peuvent motiver l'utilisateur à apprendre davantage. Mais c'est pas tout. Feedback constructif. Le robot peut fournir un feedback constructif sur les progrès de l'utilisateur. Cela peut aider à maintenir la motivation en montrant les réalisations et en identifiant les domaines à améliorer. On continue. Narration et storytelling. Le robot peut raconter des histoires, des anecdotes ou des cas d'études liés au sujet d'apprentissage. Les récits captivants peuvent susciter l'intérêt et la curiosité de l'utilisateur. Septièmement, support continu. Attention, alors là,
on ne peut pas dépasser. Le robot peut être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux questions et aider à l'apprentissage à tout moment, ce qui permet à l'utilisateur d'apprendre à son propre rythme. Huitièmement, communauté et collaboration. Le robot peut faciliter la connexion avec d'autres apprenants partageant les mêmes intérêts. L'apprentissage collaboratif peut être motivant et stimulant. Neuvièmement, défis et projets. Proposer des défis ou des projets liés au sujet d'apprentissage peut encourager l'utilisateur à appliquer ses connaissances de manière pratique. Dixièmement, le robot peut aider l'utilisateur à suivre sa progression en fournissant des statistiques et des informations sur les compétences acquises. Cela peut renforcer le sentiment d'accomplissement et le désir de continuer à apprendre. Et le robot conclut. En fin de compte, le succès d'un robot conversationnel pour susciter le désir d'apprendre dépendra de sa capacité à s'adapter aux besoins individuels de l'utilisateur, à fournir un contenu pertinent et à créer une expérience d'apprentissage attrayante et attractive. Au revoir. Au revoir parce que d'une certaine manière, le robot prétend répondre à toutes les questions qu'a posées Alain tout à l'heure. Néanmoins, alors si on avait le temps, on ferait le travail ensemble, mais je l'ai fait un peu en amont pour accélérer les choses. Néanmoins, quand on analyse les réponses du robot, les choses ne sont pas aussi évidentes que ça. Alors on va procéder à un petit travail critique. D'abord, repérons que la rigueur du robot n'est qu'apparente. Alors il est très scolaire, il utilise la base 10. Ça doit être une de ses obsessions. Dans sa base de données, le chiffre 10 doit être lié à l'école. Mais les 10 items qu'il utilise se recoupent complètement. Vous avez observé que la gamification revient avec les défis et projets, que tout cela aurait dû être mis ensemble, mais que ça a été séparé, on ne comprend pas pourquoi, etc. En réalité, son plan n'est qu'une apparence de plan, parce qu'il lui manque quelque chose de fondamental pour structurer une pensée, je ne dis pas sa pensée, une pensée, qui sont les concepts. Le robot n'a pas de concept. Et puis, deuxième élément, deuxième constatation, le robot agrège systématiquement ce qu'il conviendrait de distinguer. Et vous verrez, si vous utilisez les robots comme ChatGPT, mais BlueMai par exemple, qui est plus élaboré que ChatGPT, tombe dans le même travers, vous verrez que le principe de ces robots, c'est de vous proposer des listes ou des ensembles de mots et de les considérer comme des synonymes. Par exemple, là, il considère comme synonyme information, contenu, ressources. Est-ce que ce sont des synonymes? Il faudrait voir. Il considère comme synonyme intérêt, préférence, besoin, niveau. Est-ce que ce sont des synonymes? Regardez d'un peu près. L'enjeu, en réalité, pour nous autres, pour les pédagogues, pour les éducateurs, pour ceux qui travaillent autour de cette question de la différenciation qu'a évoqué Alain tout à l'heure, c'est pas d'agréger des mots qui se rapprochent, c'est de distinguer les mots qui sont proches. Parce que distinguer les mots qui sont proches, c'est cela la probité linguistique et c'est cela qui nous permet de penser. C'est cela qui nous permet de regarder le réel, de l'analyser et d'agir sur lui d'une manière pertinente. Alors, le robot n'est pas rigoureux, le robot agrège ce qu'il convient de distinguer, et puis aussi on peut dire que globalement le robot parle pour ne rien dire. Il multiplie une forme d'euphémisation des termes, en particulier par l'usage systématique du verbe pouvoir. Alors, vous observerez, si vous interrogez ChatGPT ou un autre robot conversationnel, vous verrez que le verbe le plus utilisé, c'est le verbe pouvoir. Il peut faire quelque chose, ça peut fonctionner, ça peut marcher. Bon, ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Une manière d'euphémiser toute affirmation en disant que ça peut ou ça peut ne pas. Bon, ça peut, voilà. Il utilise également des formules extrêmement générales et mystérieuses, par exemple, engager une conversation de manière engageante. Alors, engager, engageante, oui, d'accord. Susciter des conversations stimulantes, oui, bien sûr, c'est bien, mais ça veut dire quoi? Et puis, le robot, il est vraiment obsessionnel. En plus de ne parler pour ne rien dire, il dit toujours la même chose. Dans tous les domaines qu'il évoque, absolument tous les domaines, il renvoie toujours à une même réalité, il utilise toujours le même terme qui prétend qualifier sa qualité première. Ce terme, c'est le verbe s'adapter. Il s'agit de s'adapter aux besoins individuels, aux intérêts personnels, au niveau, etc. de ses interlocuteurs. S'adapter, nous y reviendrons, c'est peut-être là le verbe qu'il faut précisément
interrogé. Mais continuons à analyser son texte. Cinquième constatation, le robot, en réalité, ne fait que renvoyer les corrélats qui sont majoritaires dans sa base de données sans en interroger la légitimité. En réalité, vous le savez, le robot fonctionne sur des occurrences statistiques, c'est-à-dire qu'il calcule vite et bien afin d'identifier les formulations les plus répandues et validées dans ce qui existe déjà. Il fonctionne donc comme une sorte de sondage. Il dit ce qui est, dans sa base de données, bien sûr, et non comme un débat démocratique dont le propre, dont la spécificité, dont l'enjeu et la noblesse est de faire émerger du nouveau, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas déjà à partir de ce qui existe. Le robot est incapable de faire émerger du nouveau. Il calcule le plus grand dénominateur commun de ce qui existe dans sa base de données. Et sixième et dernière constatation, le robot s'adresse à des usagers qu'il considère comme des clients. Alors évidemment, comme tout fournisseur de services, le robot, comme tout fournisseur de services, le robot cherche la satisfaction de ses clients. Il est disponible en permanence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est là où nous touchons un point fondamental. Un robot conversationnel, l'intelligence artificielle telle qu'elle existe, un certain nombre de services marchands d'éducation tels qu'ils se développent aujourd'hui, ne sont pas des institutions, ce sont des services. Ils ne s'adressent pas à des citoyens qu'ils veulent mobiliser, mais à des usagers qu'il convient de satisfaire immédiatement et qui vont juger des services rendus en fonction de leur satisfaction immédiate. L'école, elle, n'est pas un service, elle est une institution. La satisfaction des usagers n'est pas le critère de la qualité de l'école. D'ailleurs, personne n'oserait dire que le critère de la qualité de la justice est la satisfaction des justiciables. Le critère de la qualité de la justice, c'est sa capacité à faire justice. Le critère de la qualité de l'école, c'est sa capacité à permettre à chacun de penser par soi-même, ça a été évoqué par Alain, et de construire du commun. Deux exigences pas si faciles à concilier, mais qui sont au cœur de sa mission. Alors oui, nous sommes aujourd'hui face à une dérive institutionnelle, une dérive de l'institution vers le service, une dérive qui ne touche pas que l'école, qui touche toute une série d'autres institutions de notre République, dont les citoyens considèrent qu'elles ne sont plus là pour instituer du bien commun, mais pour satisfaire leurs intérêts individuels. On voit bien que les parents aujourd'hui se vivent souvent comme des clients de l'école et non pas comme des citoyens qui supportent une institution républicaine au service de toutes et tous. Et on voit bien que cela mine profondément l'institution scolaire. Alors à partir de cette petite analyse de texte du robot conversationnel, mais qui m'a quand même permis de vous dire 2-3 bricoles, à partir de là, quelques réflexions sur le rôle du professeur pour susciter le désir d'apprendre. 3 remarques que je vais développer successivement. Première remarque, le professeur ne s'adresse pas à des usagers clients, mais à des élèves qu'il doit élever et avec qui il doit passer de l'enrôlement à l'engagement, ce qui n'est pas une petite besogne. Deuxième remarque, la pédagogie, ce n'est pas s'adapter à l'élève, c'est lui ouvrir des possibles et lui permettre de se dépasser. Troisième remarque, ce qui se transmet en classe, ce ne sont pas seulement des informations ni même des savoirs, c'est aussi un rapport au savoir. Première remarque, le professeur ne s'adresse pas à des usagers clients, contrairement aux robots, mais à des élèves qu'il doit élever. Des élèves, disais-je, avec qui il doit passer de l'enrôlement à l'engagement. En effet, l'école accueille, mais d'une certaine manière, elle fait un peu plus qu'accueillir, elle convoque des sujets. Elle les convoque à venir et à se présenter ensemble au même moment, dans les mêmes lieux, en dépit de leurs histoires singulières. Et elle leur promet de leur faire partager les mêmes savoirs. Au cœur de l'école, il y a cette dialectique extraordinaire. Chacun arrive avec sa singularité et tous partiront avec les mêmes savoirs, sans avoir abandonné pour autant leur singularité. À ce titre, contrairement aux robots conversationnels, l'école ne pose jamais le préalable de la motivation. Rien n'est plus contraire à l'idée même d'école, telle qu'elle est formulée par exemple par Ferdinand Buisson dans le fameux dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire,
que de dire d'un élève il ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé. D'abord parce qu'on peut toujours inverser l'affirmation, dire il n'est pas motivé parce qu'il n'a pas réussi, c'est quand même l'échec qui démotive le plus souvent les enfants. Et ensuite parce que la motivation n'est pas un préalable de l'école, c'est un objectif. Et que le défaut majeur de la transformation qui provoque la transformation des institutions en service, c'est la transformation des objectifs en préalable. Platon écrivait au-dessus de l'académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». On peut écrire au-dessus de chaque classe « Nul n'entre ici s'il n'est déjà motivé ». Nul n'entre ici s'il ne sait déjà travailler. Nul n'entre ici s'il n'est déjà attentif. Nul n'entre ici s'il n'est déjà autonome. Effectivement, si on écrit cela au-dessus de la classe, on réussira. On n'aura pas de problème pour réussir, parce qu'on aura tout simplement transformé les objectifs en préalable. Ce que font allègrement les grandes écoles et toute une série d'institutions spécialisées qui ne recrutent que ceux qui ont déjà en préalable les objectifs qu'elles sont censées atteindre. Plus profondément peut-être encore, l'école ne se contente pas de proposer des offres, elle doit construire la demande. Et c'est là qu'elle se distingue très fondamentalement de tout système marchand qui pourrait proposer des offres d'éducation. Des offres d'éducation, il y en a énormément. Et ChatGPT fait partie des offres d'éducation. Mais l'école ne se contente pas de proposer des offres. Elle ne peut pas le faire parce qu'elle vise cette égalité dont parlait Alain. Et c'est Bourdieu, il y a déjà bien longtemps, dans son premier texte sur la fréquentation des musées, qui concluait par cette phrase assez terrible « Toute offre de biens culturels renforce les inégalités ». Parce qu'elle offre des biens, alors que les individus sont tellement inégaux dans leur capacité à percevoir les satisfactions qu'ils pourraient en tirer et dans leur capacité à s'approprier ces biens, que seuls ceux qui en connaissent d'avance le bénéfice vont pouvoir se les approprier. Se contenter d'offrir des savoirs, c'est évidemment se contenter de les offrir à ceux qui savent qu'il est bon d'apprendre et de savoir. Construire la demande est bien plus difficile. C'est bien plus difficile et c'est bien ce sur quoi butent toutes les politiques culturelles françaises. Les statistiques nous montrent que nous avons, par exemple, en l'espace de 20 ans, multiplié par 8 les places offertes aux Français en matière de spectacle vivant, mais qu'il n'y a pas 8 fois plus de gens qui vont au spectacle vivant que ce sont simplement les mêmes qui y vont 8 fois plus. Eh bien, le rôle de l'école, ce n'est pas cela. Construire la demande, c'est mobiliser. C'est passer de l'enrôlement, les élèves sont enrôlés, ils sont là. Ils n'ont pas demandé à être là et pour la plupart, ils préféreraient être ailleurs. Et il faut qu'ils passent à l'engagement. L'engagement dans une activité, l'engagement dans un apprentissage, l'engagement dans quelque chose qui les implique et qui va faire que le savoir ne sera pas pour eux un objet à s'approprier et à rendre le jour de l'examen, mais quelque chose qu'ils vont métaboliser pour les aider à grandir. À l'école, chacun et chacune est appelé à se dépasser. À se dépasser, c'est-à-dire à faire mieux que ce qu'il croyait être capable de faire, à ne pas être enfermé dans la contingence d'où il vient, mais à espérer, à tenter, à vouloir aller au-delà de ce qu'il est déjà. C'est la raison pour laquelle l'école est tout sauf le lieu du développement personnel. Il y a beaucoup de livres de développement personnel dans les librairies. Les librairies sont envahies de livres de développement personnel. Vous savez, je maigris donc je suis heureux avec les accords Toltec, soyez moi, soyez vous, soyons ensemble, etc. Il y en a énormément qui renvoient à une vision finalement assez hédoniste et assez individualiste de la réalisation de soi. L'école n'est pas le lieu du développement personnel, elle est celui du dépassement collectif, ce qui est tout à fait autre chose, être capable de se dépasser grâce à l'interaction avec les autres. Et cela m'amène à ma deuxième remarque, je regarde l'heure pour ne pas trop dépasser. La pédagogie, pour moi, ce n'est pas, contrairement à ce que dit ChatGPT, s'adapter à l'élève. Il y a dans l'idée d'adaptation, et Barbara Stiegler l'a bien montré, quelque chose qui relève du renoncement. S'adapter à ce qu'est un sujet, c'est finalement ne lui proposer que ce qu'on suppose qu'il est déjà capable de faire. L'école n'est pas ça. La pédagogie, c'est ouvrir des possibles et permettre à chacun de se dépasser. Et c'est le contraire même de ce que les industries du numérique nous proposent. Les industries de programme et du numérique, en effet, cantonnent le sujet dans son passé.
Elle l'enferme dans ce qu'on pourrait appeler le tunnel des algorithmes. Vous savez, vous commandez un livre, je ne dis pas où. Vous avez commandé un livre policier. Vous rouvrez le site et on vous dit quoi? Vous avez aimé ce livre policier. Vous aimerez un autre livre policier. L'éducateur, il dit, vous avez aimé ce livre policier? Moi, je vais vous faire aimer un livre d'histoire, de poésie et peut-être même de physique. Alors peut-être que je vais chercher dans le livre policier un élément. Peut-être que ce livre policier parlait à un moment d'histoire et alors je vais en profiter pour m'articuler à ça et pour te proposer quelque chose, mais quelque chose de différent. Je ne vais pas t'enfermer dans ce tunnel des algorithmes qui est le tunnel du même, du toujours la même chose, de la proposition qui entérine toujours ce qu'on a déjà choisi, ce qu'on est déjà, ce d'où on vient, et qui ne vous dit pas du tout que vous pouvez aller ailleurs. Parce qu'à l'école, on prend chacun et chacune comme il est, comme elle est, mais on lui permet de découvrir ce qu'il ne soupçonnait même pas. L'école accompagne le sujet pour que, selon la belle expression de Pestalozzi, il se fasse œuvre de lui-même. À l'école, on travaille sur l'articulation entre la contingence et la liberté. C'est cela, l'émancipation. Travailler à l'articulation de la contingence de la liberté est quelque chose de compliqué, de difficile. Les contingences sont là. Je suis né ici, je suis né dans le Gard en 1949, de parents pétainistes qui m'ont appelé Philippe, un hommage à Pétain. Je n'y suis pour rien. Vous ne pouvez pas me le reprocher. C'est la contingence. C'est la contingence et cette contingence, je l'assume, mais je n'y suis pas enfermé. L'école, c'est cela, c'est assumer la contingence, mais n'y enfermer personne. C'est refuser toutes les formes d'essentialisation. Essentialisation, qui consiste à identifier un individu à une essence. Alors, oui, Jules est dyslexique. On commence par dire Jules est dyslexique pour dire qu'il faut l'aider, etc. Et puis Jules devient un dyslexique. Et entre Jules et dyslexique, on met un signe d'égalité. On oublie que Jules, il est aussi amoureux de manga, très bon goal au foot, qu'il est amoureux d'une fille de la classe et qu'il a aussi plein d'autres choses, plein d'autres cordes à son arc sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer et qui vont être de véritables leviers pour mon action pédagogique avec lui. Rien n'est plus contraire à l'éducation que l'essentialisation. Alors certes, nous avons besoin de classer. Et une institution comme l'institution scolaire passe son temps à étiqueter et à classer. Mais si elle est éducative, en plus d'être scolaire, elle passe aussi son temps à s'interroger sur la légitimité de ces classements et à se demander si les gens sont enfermés dans ces classements. Oui, ou s'ils peuvent précisément se dépasser, aller au-delà de la catégorie dans laquelle on les a affectés. Et c'est la raison pour laquelle la différenciation pédagogique, je préfère ce terme pour ma part à celui de pédagogie différenciée, ne peut être strictement adaptative. J'ai retrouvé dans mes archives un texte que nous avions discuté aux entretiens Nathan le 25 novembre 1995. 95. Pratiquement personne n'était né dans la salle. 95. Et où nous nous demandions si la différenciation pédagogique relevait de l'enfermement dans la différence ou de l'ouverture vers la découverte. Et je pense que ça, c'est une vraie question. Enfermé dans la différence, c'est ce que veut faire le robot. Enfermé dans le passé, dans une identité supposée, c'est ce que cherchent à faire les institutions mortifères. Offrir des possibles, ouvrir des horizons, faire découvrir ce que l'on ne sait pas faire, ce que l'on ne peut pas encore faire, ce que l'on n'a pas envie de faire parce qu'on ne l'a jamais rencontré. C'est ça la différenciation pédagogique. C'est pour ça que nous parlions à l'époque, en 1995, d'une différenciation pédagogique qui n'était pas strictement adéquationniste. On fait ça pour lui parce qu'il en a besoin, mais qui était inventivité régulée. Nous disions, ce qui caractérise la pédagogie, c'est que la solution ne se trouve jamais dans le problème. Elle est à inventer, elle est à proposer, elle est dans la culture. Culture pédagogique, culture littéraire, culture scientifique, culture de nos différentes disciplines. C'est à ce titre que j'aime bien dire que l'école n'est pas le lieu du respect des différences avec un E, qu'elle est le lieu du respect des différences au sens de Jacques Derrida, quand il écrit la différence avec un A. C'est-à-dire pas la différence dont on a hérité, la différence dont on n'est pour rien, mais la différence que l'on revendique, la différence que l'on construit, la différence que l'on assume. Je vais vite et
je vais conclure. Ce qui se transmet en classe, ce ne sont pas seulement finalement des informations, ni même des savoirs, c'est aussi et peut-être surtout un rapport au savoir. La matière de notre savoir n'est jamais un objet inerte qui se transmettrait à l'identique, elle est une mise au travail intérieure du professeur sur laquelle les élèves engrainent leur propre mise au travail. Deux mises au travail qui s'engrainent réciproquement. Deux citations pour dire cela. Une magnifique citation de Paul Ricoeur. « Si j'enseigne les mathématiques, je deviens le mot qui s'épuise dans la dénomination exacte, le discours constructeur de la preuve, bref, la parole scellée par la nécessité. Si j'enseigne la poésie, je m'approche avec les ressources de ma prose d'un langage qui crée et recrée la substance des présences et des correspondances par l'union charnelle du sens et de la voix. » Et un petit texte d'un auteur aujourd'hui oublié, Georges Gursdorf, qui en 1963 publiait un petit ouvrage qui s'appelait « Pourquoi des professeurs ?» et qui écrit qu'il s'agisse de s'initier à la pêche à la ligne, aux mathématiques ou à la philosophie, toute information nouvelle est une formation de l'être humain. Le maître n'est pas le répétiteur d'une vérité toute faite, il ouvre lui-même une perspective sur la vérité, l'exemple d'un chemin vers le vrai qu'il désigne. Car la vérité est surtout le chemin de la vérité, et ce chemin tourmenté autant que périlleux s'inaugure avec l'affirmation non seulement de la nécessité, mais aussi de la possibilité d'être un homme. Alors en conclusion, j'ai relu récemment un texte superbe. C'est le discours de Jaurès en 1910, le 21 janvier 1910, un discours qu'on appelle en général le discours pour la laïque. C'est le discours dans lequel Jaurès prononce des phrases que vous connaissez toutes et tous parce qu'elles sont sur toutes les lèvres et infiniment répercutées partout. C'est là où il dit « on n'enseigne pas ce que l'on veut », je dirais même que l'on n'enseigne pas ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, on enseigne et on ne peut enseigner que ce que l'on est. Mais on retient en général que cela, alors que ce que dit Jaurès après est peut-être encore beaucoup plus important. Il dit « car le but du professeur est que l'élève découvre toujours une chose à expliquer sous la chose expliquée. » Et il cite Victor Hugo, « comme l'onde sous l'onde en une mer sans fond. » Découvrir toujours une chose à expliquer sous la chose expliquée. Que toute réponse devienne une question. Que tout savoir ouvre vers une nouvelle recherche, vers une interrogation, vers une mise en doute, vers une réflexion, vers la pensée. Et cela me paraît tellement important que je cite souvent cette phrase de Fernand Houry qui dit « Il est essentiel que les enfants modernes retrouvent ce qu'ils ont perdu, le manque. » Alors par le manque de biens matériels, bien sûr. Là, il y en a beaucoup malheureusement qui sont dans cette situation. Mais le manque, le désir de quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils ont trop d'informations, trop de données. Au point que si j'avais à donner quelques pistes pour ouvrir cet après-midi, je dirais volontiers que l'enjeu de l'école aujourd'hui, dans le prolongement de ce qui a été dit tout à l'heure, serait d'aller vers un enseignement qui fait de toute connaissance une énigme, pour que de cette énigme émergent de nouvelles connaissances. Vers des élèves chercheurs, que l'on met systématiquement en situation d'enquête pour qu'ils aillent toujours plus loin dans la compréhension des choses et du monde et ne s'arrêtent jamais aux préjugés, aux stéréotypes, aux théories, qu'elles soient du complot ou pas. Ce serait d'aller vers une conception de l'apprentissage comme processus sans fin, qui ne s'arrête ni aux sentences d'une évaluation bancaire, ni à la seule efficacité pragmatique des connaissances acquises. Ce serait d'aller et de mettre au cœur de nos classes une recherche de la vérité qui surmonte sans cesse les représentations et les préjugés, qui progresse obstinément de savoir instituer en savoir destituer, et de savoir destituer en savoir instituer. Cela peut-être nous apparaît prétentieux, cela nous apparaît difficile, cela nous apparaît bien loin des circulaires et des injonctions que nous subissons au quotidien, mais cela n'est rien d'autre que ce qui fait du métier de professeur ce métier fondateur, qui cheville la démocratie et qui rend possible toute forme de démocratie par l'interrogation toujours continuée sur les savoirs, les connaissances et les jugements, et par la recherche toujours instituée de ce qui peut constituer le bien commun. Merci de votre attention. Bien.
Merci Philippe, je ne m'étais pas trompé, hein, mes promesses n'étaient pas vaines. Adrien Vallée, qui va être le questionneur de nos interventions, il va poser à chaque intervenant une question après son intervention. Et puis ensuite, hein, comme je vous l'ai dit, à la fin de toutes les interventions, vous aurez la parole pour pouvoir interroger ce qui sera à ce moment-là une table ronde. Adrien, est-ce que tu as quelque chose enfin, je le tutoie parce qu'on se connaît bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Philippe de ta position d'enseignant, longue marche d'enseignant dans sa classe et puis de militant culturel aujourd'hui? Parfois, j'aimerais bien être un robot conversationnel et trouver une question pertinente en 3 secondes. Mais déjà, je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait. Une analyse critique de ChatGPT, c'est pas donné et c'est très riche parce qu'il y a aussi beaucoup de questionnements des parents, des élèves, des grands élèves par rapport à ces robots conversationnels et vous nous avez donné des éléments de réponse. La deuxième chose, c'est d'avoir remis au centre le rôle du professeur. Ces élèves qui sont à élever, essayer d'avoir comme objectif leur engagement. Vous avez ouvert chez nous des possibles, donc vous avez tenu votre rôle de professeur. Et puis ce rapport au savoir. Néanmoins, nous, dans notre vie d'enseignant, on a l'impression, enfin, moi j'ai toujours l'impression de nager à contre-courant. Au contre-courant d'une société très technologique, avec de la technique qui pense à notre place. Et plus j'avance, plus j'ai l'impression que ce courant contre nous, enseignants et les élèves, ce courant est fort. La pratique quotidienne, régulière et constante des écrans, de nos téléphones portables, celle des jeunes, celle de TikTok, 2 semaines de Toussaint, c'est 2 semaines de TikTok pour beaucoup d'enfants. On les récupère ensuite. Je me dis, que doit faire l'école, que doit faire la classe par rapport à cette technologie-là? Est-ce que concrètement, vous voulez nous démontrer que la technologie doit rester à la porte de la classe, tellement nous pouvons parfois percevoir qu'elle a un effet néfaste enfant sur nos élèves? Non, je ne crois pas évidemment que la technologie doit rester à la porte de la classe. Si je me suis amusé à faire répondre ChatGPT à la question qui m'était posée par Alain, c'est pour vous montrer que ça c'est un travail que peut-être l'école doit faire systématiquement. Démonter ce que ces robots conversationnels prétendent apporter, non pas pour les détruire, non pas pour les délégitimer surtout, mais pour les ramener à la place qui est la leur. Ils ne pensent pas. Ils ne peuvent pas penser à notre place. Ils ne font que faire émerger des constantes et d'une manière qui est très largement liée à simplement des occurrences statistiques. Voilà. Néanmoins, c'est utile. Néanmoins, c'est utile. Et je suis absolument convaincu qu'on peut les utiliser dans la classe. Et j'étais à la fin du mois d'août dans une manifestation Ludovia où il y avait énormément de collègues enseignants qui font un travail extraordinaire avec ChatGPT. Par exemple, ils demandent à ChatGPT, ils posent une question et ils font rédiger un petit texte d'une 15aine de lignes par le robot. Et puis, ils le distribuent aux élèves en disant « ça, c'est votre brouillon. Maintenant, vous allez écrire un texte personnel avec ça. Vous allez travailler ce texte pour arriver à en faire quelque chose qui soit créateur et qui ne soit pas simplement la reproduction du même ou de ce qui existe déjà. » Alors, ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines et des dizaines d'autres. On peut utiliser ces technologies, mais il faut les utiliser précisément pour montrer quelles en sont leurs limites et en quoi le rôle et les interactions de l'enseignant avec les élèves sont infiniment plus porteuses de satisfaction et de créativité que le robot. Et puis, dernière chose, je vais très vite sur les écrans. Bien sûr que je m'inquiète de l'hégémonie des écrans. Nous rentrons des vacances de la Toussaint, enquête réalisée par un mouvement d'éducation populaire sur un quartier de la ville de Nantes, entre 7 et 11 heures d'écran par jour pour les enfants pendant les vacances de la Toussaint, entre 7 et 11 heures d'écran par jour. Alors bien sûr, ce mouvement d'éducation populaire, il essaye de travailler en installant par exemple des terrains d'aventure au pied des tours. Alors on fait venir des palettes, on fait venir un Algeco, on met des outils et puis petit à petit les gamins descendent. Et ils descendent et ils découvrent qu'on peut créer avec ses mains, qu'on peut créer avec les autres et qu'on peut faire des choses formidables, différentes précisément de cette espèce d'hypnotisation de l'écran. Ça m'amène à un point fondamental qui est quelle place l'école laisse à ce que l'écran ne peut pas donner aux enfants, c'est-à-dire le plaisir de la créativité collective, le plaisir de faire avec leurs mains, le plaisir d'inventer, le plaisir de faire quelque chose qui n'existe pas déjà. Et là, on trouve la pleine part de l'éducation artistique.